Les élections municipales arrivent ce dimanche. Et quand on veut que notre voix bénéficie aux humains, certes, mais aussi aux animaux de la ville dans laquelle on vit, la politique nous laisse parfois un peu perdus ou un peu dépités. Dans mon immeuble, par exemple, ils ont installé énormément de pièges à rats, de pièges à souris, et je sais que c'est une politique qui se fait dans énormément de villes. Les rats sont attirés par la mixture fourbe que ces pièges contiennent, ils la mangent, et ensuite ils sont empoisonnés, évidemment, ils vomissent pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à ce qu'ils en meurent. Que cette politique soit hyper cruelle à l'égard des rats, mais en plus complètement insalubre elle-même, puisqu'elle conduit en fait à laisser traîner des cadavres de rats et de souris sur le sol, qu'importe, puisque c'est la politique la moins coûteuse, la plus facile, et donc c'est la politique de massacre des rats qui est la plus utilisée. Dans beaucoup de villes, la question animale est visible très largement au-delà des rats. On voit dans certaines villes des chats et des chiens perdus, errer dans les lieux publics et qui inspirent à la fois de la pitié et de la peur. On voit ces parcs qui étaient des lieux de rencontre entre les oiseaux, les insectes, une sorte de petite vie sauvage, et les familles et les enfants de la ville, ces parcs qui sont remplacés par des immeubles ou des parkings de béton. On voit dans les cantines scolaires des repas exclusivement carnés qui, de fait, mettent de côté les enfants végétariens, juifs ou musulmans qui ne peuvent pas manger à la cantine ou alors qui sont forcés à manger des animaux qu'ils auraient voulu préserver. Que peut faire un maire pour empêcher ça? Que pouvez-vous faire vous pour que l'animal dans votre commune soit considéré à sa juste valeur et qu'il puisse vivre en paix avec les humains? On va voir ça en 2 temps. On va d'abord voir ce que le droit donne explicitement comme pouvoir au maire et au conseil municipal par rapport aux animaux dans la ville. Et ensuite, on va voir les pouvoirs en général du maire qui permettent de mener une politique municipale qui soit favorable à la condition animale. Alors là, j'ai le code de l'animal. Alors le code de l'animal, ça n'existe pas vraiment en réalité. Enfin, c'est un regroupement de livres, un regroupement d'autres codes. Il y a le code de l'environnement, le code rural de la pêche maritime, le code pénal, etc. Enfin, un certain nombre de textes législatifs qui sont regroupés dans ce livre-là. Quand on cherche dans ce livre les occurrences mères et animaux, on tombe sur des dispositions législatives ou réglementaires qui sont en fait très négatives à l'égard des animaux. Le point commun de ces dispositions, c'est qu'elles donnent toujours au maire le pouvoir de protéger les humains de sa commune contre des animaux potentiellement dangereux, ou le pouvoir d'autoriser les humains de sa commune à tuer des animaux. Par exemple, l'article L211-11 du Code rural et de la pêche maritime autorise le maire à demander aux propriétaires de chiens dangereux de prendre certaines mesures à l'égard de leurs chiens, et s'ils ne les prennent pas, le maire peut décider de saisir les chiens, de les mettre dans une fourrière, et il peut décider, le cas échéant, de procéder à leur euthanasie. Par ailleurs, le maire a des pouvoirs sur les animaux errants, donc ça peut être des chiens, des chats, ou également des animaux comme les pigeons, les rats, etc., et peut, pour des raisons sanitaires, totalement prescrire de les abattre. Et enfin, troisième type de pouvoir du maire qu'on retrouve de façon explicite dans les différents codes, c'est le maire comme élaborateur, concepteur, régulateur de la chasse. L'article L429-8 du Code de l'environnement, par exemple, dispose que le maire peut faire des accords avec d'autres mairies, d'autres communes, pour créer des intercommunalités de chasse, des lots de chasse, autrement dit pour organiser une chasse de plus grande ampleur sur le territoire et pour créer des continuités de chasse. Donc quand on fait la somme de ces dispositions, en réalité très brèves, d'ordre public, de salubrité publique et de chasse, on se rend compte que l'animal, dans le droit, quand le droit parle de l'animal en lien avec le maire, c'est toujours donner au maire un pouvoir de contrainte contre les animaux. Mais ce serait une erreur de s'arrêter là et de croire que le maire ne peut être qu'un agent contre la cause animale et qu'il serait condamné à ne, au mieux, faire que réduire son impact négatif sur les animaux. Le maire a énormément de pouvoirs, mais qui sont des pouvoirs généraux,
qui ne sont pas spécialement liés à la cause animale quand ils sont disposés par le droit, mais qui peuvent parfaitement participer à une meilleure considération des animaux et une meilleure condition des animaux. Le maire peut agir pour les animaux avec l'aménagement du territoire, avec les bâtiments publics, les agents publics, les contrats publics, son budget et la démocratie locale. Toute la politique de l'aménagement du territoire, notamment dans les espaces très urbains, peut consister pour une mairie à réserver des lieux pour le développement des animaux sauvages, des lieux de verdure et des lieux d'eau, qui permettent non seulement que les animaux vivent, mais également qu'ils se déplacent. Et il y a une politique qui est d'ailleurs en partie harmonisée à l'échelle de l'Union européenne pour créer des corridors, des couloirs de biodiversité, qui permettent par exemple à des oiseaux, mais c'est pas que pour les oiseaux, de se déplacer d'un parc à un autre, d'une région boisée à une autre. Le maire, dans sa façon de concevoir la ville, peut mettre en place des symboles, des noms qui donnent de l'importance aux animaux. Ça peut être par exemple le fait de donner des noms de rues à des animaux. Oui, petit erratum, je voulais bien sûr dire donner des noms d'animaux à des rues. Parce que donner des noms de rues à des animaux, ça va pas changer grand-chose au symbole d'appeler un cochon rue Gambetta ou un mouton rue Rivoli. Bon, c'est un peu fantasque comme proposition, mais dans la conception de l'urbanisme de la ville, il peut y avoir un rôle très important de la mairie pour la valorisation symbolique des animaux. Et les noms de rue, c'est une bonne idée en ce sens. Autre pouvoir après l'aménagement du territoire très important qu'a le maire, et qui peut avoir un impact pour la cause animale, c'est que le maire passe des contrats publics. Par exemple, quand le maire achète des aliments pour la cantine scolaire, il les achète très souvent à des prestataires privés, et il peut décider de végétaliser l'alimentation des cantines scolaires. C'est aussi dans ce cadre-là de passation de contrats et de marchés publics que le maire peut parfaitement demander à ce qu'on arrête la dératisation par la mise à mort, et par exemple faire des contrats pour préférer une stérilisation des rats. Plus largement, on peut imaginer qu'il y ait une forme de clause de respect des animaux, de protection des animaux, de bien-être animal, même si la notion de bien-être animal est assez floue, dans les contrats publics que le maire passe avec des prestataires et des fournisseurs privés. Le maire a à sa disposition un certain nombre de bâtiments publics avec beaucoup d'agents publics. Alors, par exemple, pour les écoles, le maire d'une ville n'est pas propriétaire des professeurs. Mais le bâtiment école primaire, ça fait partie des compétences de la mairie. Et donc le maire peut parfaitement dire que dans ce bâtiment-là, avec des agents municipaux que peuvent par exemple être des animateurs, il peut parfaitement y avoir des activités périscolaires qui participent à la sensibilisation des enfants à la question animale. Il peut même plus largement utiliser n'importe quelle salle, pas forcément dans une école primaire, dans la mairie ou un autre bâtiment public, pour permettre d'organiser des conférences de sensibilisation à la question animale. C'est ce qu'a fait pendant très longtemps le maire du 2e arrondissement de Paris, avec Paris Animal Zoopolis. On verra si, avec les nouvelles élections, cette politique va perdurer. Mais dans toutes les villes, dans toutes les mairies, ça peut se faire. Le maire peut parfaitement dire que régulièrement, il va allouer une salle pour des conférences sur les animaux, sur l'éthologie, sur leurs facultés, sur la façon dont il faudrait les considérer à nouveau. Par ailleurs, et c'est peut-être le point essentiel de la puissance d'action d'un maire, le maire a un budget. Et il peut parfaitement y avoir dans ce budget une part spécifique pour la condition animale. Et donc ce budget spécifique pour les animaux, ça peut être énormément de choses, énormément de politiques, pour lesquelles certains ont déjà eu des idées, mais qui peut encore très largement s'inventer. Ça peut être le fait de subventionner des associations de protection animalière, des associations qui recueillent les chats ou chiens errants. Ça peut être de créer des pigeonniers pour que les pigeons ne s'étendent pas partout dans la ville et qu'ils aient un lieu spécifique dans lequel vivre. Ça peut être créer des concours ou des labels, c'est-à-dire inciter les gens à avoir des initiatives pour la cause animale, pour la question animale, et récompenser ces initiatives privées particulières par des prix, par des labels, etc. Et enfin, le maire a un pouvoir par rapport à la démocratie locale. Il peut parfaitement organiser des consultations citoyennes pour demander aux habitants de la ville ce qu'ils pensent de la condition animale, et favoriser le débat et l'échange sur ces questions-là. Il n'y a pas de pouvoir normatif obligatoire avec ces consultations locales-là, mais ça peut contribuer à créer un dynamisme pour la condition animale dans une ville. Donc comme vous voyez, mine de rien, le maire peut faire beaucoup de choses.
en lien avec la cause animale. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, par rapport à ça? Alors bien sûr, vous pouvez voter aux élections municipales qui arrivent, mais c'est pas l'essentiel et c'est pas l'objet de ma vidéo. Après le vote, après les élections de dimanche, parlez à votre maire. Parlez au conseil municipal, aux conseillers municipaux. Ce sont des élus locaux, vous pouvez leur parler, d'une certaine façon, vous entendre, eux, ils n'ont que ça à faire. Certains vont être réceptifs à ce que vous dites, d'autres seront même convaincus. Et c'est à vous de leur parler. Parce que les animaux ne parlent pas. Les rats, qui sont en train d'agoniser dans les immeubles, ne protesteront pas. Les oiseaux qui fuient la destruction des espaces verts ne protesteront pas. Les animaux qui sont abattus, sans étourdissement, et qui sont servis en viande dans les cantines scolaires, ne protesteront pas. Vous pouvez protester, et vous pouvez proposer. Alors saisissons cette chance après les élections. Merci.